Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast ABD Perf. On est toujours à Transfert chez mon partenaire formation et diffusion. Et je reçois aujourd'hui Mickaël Berthomier, Monsieur Réathlétisation. En tout cas, une des figures les plus identifiées en France aujourd'hui sur le sujet. Et donc, on va parler de la réathlétisation du genou. Bonjour à tous, donc moi je suis ravi d'être là. Merci de m'avoir sollicité et de m'avoir accueilli dans les locaux de Transfert. Et oui, en effet, on va parler de tout ça pendant une vingtaine de minutes. Voilà, le genou, c'est passionnant parce que c'est vrai que c'est la grande menace. C'est un peu l'épée de Damoclès au-dessus de beaucoup de joueurs, beaucoup de compétiteurs dans tout un tas de sports. On connaît tous des athlètes qui ont été blessés. Moi, personnellement, j'ai fait mon croisé comme tout bon judoka. Et puis, c'est un mélange d'interventions entre le chirurgien, le kinésithérapeute, le préparateur physique, et donc une interaction qui évolue au gré des techniques, des technologies, et qui n'est pas tout à fait la même aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans. Non, ça c'est rien de le dire. Depuis une quinzaine d'années, en fait, il y a eu beaucoup de techniques qui ont évolué. Des nouvelles techniques ont permis parfois de raccourcir le temps de retour au terrain, on appelle ça le retourner à jouer, le fameux return to play. Voilà, le return to play, même si à l'heure actuelle, maintenant, la tendance est d'abord passer par une étape qu'on appelle le return to running, le RTR. Après, on a le return to play et après le return to competition. Donc avant, il n'y avait pas le return to running, mais c'est devenu comme ça. Donc on a essayé, les techniques ont évolué pour essayer de raccourcir les délais, mais on s'est rendu compte que c'était pas si opportun que ça d'essayer de réduire. Et la tendance actuelle viendrait plutôt à essayer peut-être de revenir à des délais, on va dire, plus raisonnables d'un point de vue physiologique. C'est vrai qu'il y a une vraie tendance au raccourcissement, sous la pression compétitive, sous la pression de l'athlète lui-même, qui ne peut pas laisser passer le temps, en tout cas qui pense ne pas pouvoir le laisser passer. Et à un moment donné, on était très bas, on était sous les 6 mois, ça rejouait très vite, surtout avec certaines opérations qui étaient un petit peu plus fragiles que d'autres d'ailleurs dans le temps. Aujourd'hui, toi, tu dis quoi à tes athlètes concrètement? Tu dis, t'es de retour quand en fait? En fait, la réponse, elle est très simple. Quand le sportif il me demande quand est-ce qu'il va retourner sur le terrain, moi je lui réponds qu'il retournera sur le terrain quand il sera prêt. Et c'est vrai que c'est quelque chose contre lequel en fait, je me bats un petit peu régulièrement sur ces histoires de délai, parce que c'est souvent annonciateur de mauvaises nouvelles. Quand on dit à un sportif qui va revenir sur le terrain à s'entraîner comme avant ou presque au bout de 7 mois, de 8 mois, de 9 mois, et puis qu'au final, il faut rajouter 1 ou 2 mois de prise en charge en plus, que ce soit en rééducation ou en réathlétisation, parce que tout le monde est différent, chaque sportif est différent, qu'il pratique à un niveau départemental, régional, national, voire jusqu'au niveau olympique. Chaque personne est différente, chaque personne réagit différemment également à l'opération et également au processus de rééducation et réathlétisation. Et pour moi, c'est un non-sens. Nous, on peut, de notre côté, les professionnels du secteur médical et du domaine sportif peuvent avoir des tendances temporelles qu'ils doivent garder pour eux et qu'ils ne doivent pas forcément donner au sportif qui a été blessé, parce que c'est souvent un annonciateur de mauvaises nouvelles. Et donc moi j'ai déjà eu des sportifs qui sont revenus sur le terrain comme avant à 6 mois, et il y en a d'autres ça a été au bout d'1 an. Mais le principal en fait il n'est pas sur la durée, parce qu'il y a un gros problème sur le testing depuis quelques années, même si on essaye d'améliorer les choses. Et ce problème de testing va avec le fait qu'on se base sur la durée. Et c'est un non-sens et c'est une aberration, parce que comme je l'ai dit, tout le monde est différent et il ne faut pas se baser là-dessus. Il faut faire une grosse batterie de tests pour autoriser le sportif ou pas à revenir. Et donc, il y a des sportifs qui reviennent à 6 mois, d'autres qui reviennent à 9 mois, mais le principal, c'est le contenu. C'est le contenu de la prise en charge qui change tout. Si on garde le sportif pendant 9 mois, on lui dit au bout de 9 mois, tu peux reprendre, mais qu'à l'intérieur des 9 mois, le contenu a été très faible, aussi bien au niveau de la prise en charge, au niveau de l'individualisation que du contenu, que de la charge d'entraînement, pardon. Mais c'est aussi aberrant que de faire revenir un sportif au bout de 4 mois alors qu'on l'a chargé pendant 4 mois. Donc les délais, c'est souvent un annonciateur de mauvaises nouvelles et moi je préfère ne pas me baser là-dessus. Ouais, c'est vrai que de manière globale, il n'est jamais bon de faire des généralités. Le premier constat, on peut peut-être le rappeler aux gens qui nous écoutent, c'est que
quand on dit que les gens sont différents, voilà, physiologiquement, ils ne réagissent pas de la même manière, ils ne cicatrisent pas de la même manière. Ensuite, ils n'ont pas tous subi la même opération, ni par le même praticien. Donc, en fonction des approches, et il y en a une infinité, de plus en plus d'ailleurs, on en reparlera tout à l'heure, mais aussi en fonction de la façon dont ils se sont blessés. Parce que on parle toujours du ligament croisé, hein, mais tu vas approfondir un petit peu, j'imagine, mais quand on embarque le genou, en général, il n'y a pas que cette partie-là qui est touchée. Hein. Évidemment, c'est le gros des dommages, mais on va toucher les ménisques, on va toucher les capsules articulaires, on va toucher peut-être les autres ligaments, on va toucher les muscles. Donc, en fonction des tendons, en fonction de tout ça, le return to play peut varier de 50 à 150% en réalité. Oui, complètement. Oui, complètement. Et d'autant plus qu'au niveau comme tu l'as dit, l'opération en fait engendre tout un tas de différences et d'adaptations que l'on doit avoir lors du processus de rééducation et de réathlétisation. Ce qui fait que si on a un DIDT, on ne va pas s'y prendre de la même façon qu'un Kenneth Jones qui peut entraîner des syndromes rotuliens, d'un TLS, TLS DT4, qui sont les 3 principales opérations qui sont faites à l'heure actuelle. Et ça va même plus loin que ça. Parfois, il y a des renforts qui se rajoutent, des renforts latéraux externes ou internes. Là, actuellement, par exemple, je m'occupe d'une volleyeuse russe qui est dans l'équipe nationale russe. Elle a eu un renfort latéral interne et elle s'est fait opérer en Allemagne. Parfois, on a un renfort latéral externe qu'on peut également appeler technique de Lemaire, en fait, pour stabiliser le genou. Mais les ménisques peuvent également être touchés. On peut avoir une suture méniscale, on peut avoir des ménisectomies, donc une partie partielle en fait, des ménisques que l'on a retirés pour X raisons, et du coup ça engendre tout un tas de choses. Et ça engendre également d'autres choses parce que ça dépend également de là où a été fait le prélèvement. Parfois, si on est blessé sur une jambe, le prélèvement ne va pas être fait sur cette jambe-là. Je rebondis encore sur la volleyeuse que j'ai actuellement en réathlétisation, le prélèvement a été fait sur l'autre jambe. Donc en fait, elle a eu un TLS DT4, elle s'est blessée sur la jambe gauche, mais le prélèvement a été fait sur la jambe droite. Donc, qui pose le problème éthique de toucher un membre sain. Voilà, pour exactement, réparer l'autre, mais qui, d'un certain point de vue, est un raccourci oui, non, mais tout à fait. le return to play. Oui, non, mais voilà, tout à fait. Donc, ils ont fait ça en Allemagne, mais en France, j'avais déjà vu également ce cas de figure. Mais il n'empêche que ça change beaucoup de choses parce que les résultats des tests de force, notamment aux tests isocinétiques, eh bien, sont très variables d'un individu à un autre, déjà de base par leur constitution d'origine, et aussi à cause de l'opération qui a été faite. On va jouer un peu retour vers le futur. C'est intéressant d'essayer de se projeter un petit peu dans ce qui va se passer, puisque certaines promesses médicales nous annoncent une banalisation de cette opération. Je pense notamment à une prothèse israélienne qui est en cours de test ou peut-être même en cours d'application. Je ne suis pas le truc au jour le jour, mais qui promet des return to play en 3 mois, ce qui est juste hallucinant, des return to run en moins d'1 mois. J'ai entendu parler aussi de ces techniques avec des micro-éponges cicatricielles qui permettent d'éviter l'opération absolue du ligament quand il n'est pas totalement brisé, en irriguant chirurgicalement le talon. Bon, je ne suis pas hyper à jour sur ces techniques-là, mais est-ce que tu as entendu parler, toi, là, est-ce que ça perfuse en ce moment dans notre univers sportif déjà des nouvelles techniques qui permettraient de prendre des chemins de traverse pour aller beaucoup plus vite sur la récup? Oui. Bah en fait, je pense que ces techniques-là ont un avantage certain sur le fait que on ne réalise pas un prélèvement sur l'individu. Donc on ne réalise pas une autogreffe. On fait une greffe artificielle avec un prélèvement qui peut être, je ne veux pas dire métallique, mais qui est surtout à base de métal, que ce soit un métal plus ou moins élastique ou un métal beaucoup plus rigide. Et ce qui fait que ça change énormément de choses vis-à-vis de la perte de force que l'on peut avoir suite à l'opération. Donc ça peut-être permettre, et j'ai bien dit peut-être parce que ça reste quand même récent et on n'a pas beaucoup de recul là-dessus, comme le TLS DT4, on a 15 ans de recul, donc là on commence à voir des statistiques intéressantes par rapport au DIDT et au Kenneth Jones, mais sur ces techniques-là, on a peu de recul, mais en effet ça a l'air d'être prometteur. Après, le souci là-dessus, il va être sur le contrôle moteur.
Parce que la plupart des sportifs qui se blessent après qui ont eu une rupture de ligament croisé, 8 à 9 fois sur 10, c'est sur une blessure qui a lieu sans contact. Donc c'est soit un changement de direction qui a été mal contrôlé, volontairement ou pas, soit c'est à cause d'une mauvaise réception de saut. Et donc l'autogreffe qui n'existe plus par ces opérations-là, c'est une chose, c'est peut-être visiblement heureux vis-à-vis du délai. Par contre, ça ne change rien sur l'aspect réathlétisation pure qu'il faut produire sur l'aspect musculaire, sur l'aspect appui, parce qu'on n'est pas à l'abri à ce que le sportif refasse des mauvais changements de direction, des mauvaises réceptions de saut, des mauvaises impulsions, des mauvaises appréhensions de contact, etc. etc. Donc, sur le contenu de la prise en charge en réathlétisation, on peut peut-être aller plus vite avec ces opérations-là, mais il faut faire très attention à ces aspects purement sportifs, sur les appuis, les sauts, les contrôles des appuis, etc. Et aussi sur l'aspect psychologique. Et ça, c'est un des gros problèmes actuels qui a été mis en évidence par un certain nombre de médecins, et notamment on en parlait tout à l'heure avec Claire Arden, qui avait mis en exergue le fait que la plupart des rechutes sont dues, la plupart du temps, à des problèmes psychologiques. Le sportif, il a beau être bien remis physiologiquement parlant, si psychologiquement il a des craintes, ça peut vraiment être un frein vraiment un frein important pour la reprise, quelle que soit l'opération. C'est vrai que c'est pas anodin, hein. Le genou, c'est une blessure profonde émotionnellement. Et comme beaucoup de blessures, tu me diras, mais beaucoup de psychologues disent qu'elle est lourde de sens, même avant, que c'est pas forcément par hasard qu'on se blesse au genou, que ça témoigne aussi d'un climat émotionnel et psychologique à un instant de vie, en fait. Et que si on ne se blesse pas au dos ou à l'épaule, c'est, hormis les patterns moteurs auxquels on s'expose, évidemment, c'est aussi un lien psychologique assez fort, c'est un message assez fort du corps. Oui, complètement. Et c'est pour ça que dans les tests que l'on fait, qu'il faut faire pour suivre l'évolution du sportif pendant la prise en charge en rééducation et en réathlétisation, il faut ajouter des tests psychologiques. Et il y en a très peu au niveau mondial, des tests psychologiques malheureusement. Et il y en a un qui est français, que certains d'entre vous peut-être connaissent déjà, qui a été créé par la clinique de Paris, qui s'occupe beaucoup de sportifs et notamment de Teddy Riner, entre autres. Ils ont créé un test psychologique qui s'appelle le LCA-RSI, que vous pouvez trouver sur Internet, il est gratuit, avec une norme. Et ce test-là est en rapport avec une opération du genou suite à une rupture de ligament croisé. Et il y a deux normes, une norme à 4 mois, une norme à 6 mois. Ce test-là, il est à base d'une douzaine de questions, il faut répondre sur 10, et si on arrive au niveau des normes, c'est au-dessus de... que je ne dise pas n'importe quoi, je crois que c'est 56% au bout de 4 mois et c'est 72% au bout de 6 mois. Si on dépasse ces normes positives, là, eh bien, on peut considérer que le sportif, il se sent suffisamment en confiance vis-à-vis de son genou qui a été opéré. Et donc, il faut absolument tester le sportif psychologiquement pendant la prise en charge. C'est vraiment Arrêtez indispensable. de se baser que sur de la mécanique. Ouais, voilà, il n'y a pas que ça. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que le sportif, il se sentira d'autant plus en confiance que si la prise en charge, elle est individualisée plus. C'est-à-dire qu'un sportif, s'il est noyé avec d'autres sportifs blessés, la réussite sera beaucoup moins importante et beaucoup moins évidente que si le sportif est pris tout seul en charge pendant 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de séance régulièrement, avec un accompagnement vraiment individualisé. Et ça a été prouvé scientifiquement, mais pas vis-à-vis de la prise en charge du sportif blessé, c'est vis-à-vis du coaching en tant que tel. Le coach qui s'occupe d'une personne toute seule, il aura forcément des meilleurs résultats, la personne aura forcément des meilleurs résultats, et ça va avec également les sportifs qui sont blessés. Donc l'aspect psychologique est important, et il faut le tester, et il faut individualiser à outrance pour revenir sur le terrain, pas le plus vite possible, mais le mieux possible. Et c'est surtout ça qui compte. C'est pas moi, je me bats... Mon créneau n'a jamais été d'aller plus vite que la musique. Mon créneau, c'est de faire mieux. Alors justement, l'innovation, elle arrive en amont du travail du réathlétisateur, à l'opération, et elle arrive en aval aussi, dans les techniques de kiné et de réathlétisation, pour le return to play. C'est sans doute là qu'on a le plus avancé ces 15 dernières années, allant même parfois jusqu'à se dire... Est-ce que l'opération est finalement toujours inéluctable? Est-ce qu'il faut sortir le bistouri à chaque fois? Ou est-ce que, avec ces nouvelles techniques de réathlétisation, on n'est pas capable de l'éviter, pourquoi pas, mais au moins de la retarder? Oui. Alors,
En fait, ça c'est quelque chose où avec laquelle on me sollicite de plus en plus ces derniers temps. Des gens me sollicitent tout niveau, tout sport confondu, que ce soit la plupart du temps des sports avec pivot, mais des sports avec contact ou pas, des personnes qui ont été blessées et qui ont hésité ou qui ont décidé de ne pas se faire opérer et qui m'ont contacté pour avoir de la réathlétisation. Et donc je rebondis sur justement ce qu'avait dit le docteur Claire Arden à un congrès BJSM l'an dernier, enfin en 2017 plus exactement, et elle avait montré des statistiques qui étaient vraiment très surprenantes par rapport à des méta-analyses, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça, donc ce sont des faits sur le fait que 3 ans après une blessure, qu'on se soit fait opérer ou pas, qu'on ait une prise en charge en physiothérapie de manière globale avec rééducation, réathlétisation ou pas, eh bien on arrive aux mêmes statistiques 3 ans plus tard. C'est-à-dire que 25% des gens qui ont eu ces blessures-là reviennent sur le terrain. Et donc ça pose vraiment question, à aucun moment je dis qu'il ne faut pas se faire opérer, mais ça pose vraiment question sur l'intérêt de l'opération chirurgicale, des techniques d'opération chirurgicale, du contenu qui est réalisé en rééducation, du contenu qui est réalisé en réathlétisation, du testing qui est réalisé également lors de la prise en charge du sportif blessé, parce qu'on se rend compte que, eh bien, en fonction de tout ça, on peut avoir des résultats totalement différents, mais à l'heure actuelle, l'opération devient pas forcément quelque chose. Le seul chemin. Ouais, ne devient pas forcément obligatoire, et d'autant plus que de manière totalement empirique, par contre, de mon côté, de mon activité, eh bien, moi, j'ai fait également de la réathlétisation de rugbyman, de handballeurs, de handballeuses, de personnes qui ont fait du ski aussi, du tennis, qui ont eu une rupture de ligament croisé, qui ont décidé d'eux-mêmes de ne pas se faire opérer, et les résultats sont aussi concluants, voire peut-être mieux que des gens qui se sont fait opérer. Donc ça pose vraiment question sur la stabilité du genou, sur le contenu de la prise en charge du sportif blessé. Donc je rebondis là-dessus parce que je connais bien ton positionnement. Hein. Je veux juste éviter d'alimenter un débat qui n'a pas lieu d'être, puisque je sais très bien que Mika n'est absolument pas anti-opération, loin s'en faut. Ce qu'il est en train d'expliquer, c'est clairement qu'il y a un autre chemin qui existe. Alors cet autre chemin, il peut être pris parfois pour plein de raisons. Hein. Une première raison qui me vient en tête, c'est un cas que moi j'ai eu de ligament croisé qui pète 6 mois avant les Jeux, avec un genou stable, qui n'a pas gonflé, qui a une inflammation très contenue, qui est exposé de manière quotidienne à une surblessure, à des dégâts plus importants. Et donc là, il y a un choix stratégique qui doit être pris entre est-ce que je suis capable d'opérer maintenant et d'être prêt dans 6 mois pour les Jeux, ou est-ce que j'en suis pas capable, et alors est-ce que j'ai des outils et un autre chemin qui va me permettre de reculer l'opération. Ça peut déjà avoir la conscience de ce chemin alternatif peut déjà sauver des compétitions majeures pour certains athlètes dans ce cas-là. Après, on a le cas des sportifs pré-élite ou loisirs, dont le genou n'est pas forcément exposé de manière quotidienne à une surblessure et qui peut-être, avec des protocoles adaptés, vont pouvoir éviter d'ouvrir le genou et puis finalement s'accommoder d'un ligament. Et puis il y a effectivement l'autre cas de figure des gens qui ne se sont jamais fait opérer. Hein. J'ai en tête un collègue là, qui entraîne le judo portugais, qui s'appelle Go Tsunoda, hein, qui était un des plus grands compétiteurs japonais. Il était à l'époque de Koga, donc c'était vraiment quelqu'un de très 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 fort en judo. Il n'a plus de ligaments croisés antérieur et postérieur, ni à droite ni à gauche. Donc il joue avec le tiroir. Hein, et pourtant, il fait judo comme personne. Il s'est structuré dans sa forme de corps pour pouvoir éviter l'opération. Et il arrive à faire encore du judo avec des athlètes de très haut niveau quotidiennement. Donc c'est possible. Voilà. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce chemin aussi existe. Alors, quelles seront les conséquences pour cet homme-là à la fin, en termes d'arthrose, en termes éventuellement le jour où ça pète, qu'est-ce qu'il embarque tout, etc. Effectivement, le débat est riche. Mais on peut se poser ces questions méthodologiques. Alors du coup, je vais en venir à la partie très pratique, hein, la recette, comme je l'appelle, que nos éditeurs aiment bien parce que voilà, on leur donne des clés. Alors c'est forcément réducteur, on est d'accord. On a dit tout à l'heure qu'il n'était jamais bon de faire des généralités. Mais concrètement, pour toi, les étapes clés d'un return to play post-opération. Les étapes clés, je dirais que lors du premier mois, c'est les soins avant tout.
donc c'est les soins rééducation avant tout, c'est l'extension totale du genou. Donc ça va être le travail du kinésithérapeute. C'est indispensable. S'il n'y a pas l'extension totale à la fin du premier mois, ça va poser problème pour le schéma de course, pour travailler les appuis, etc. Donc pas de réathlétisation s'il n'y a pas d'extension complète du genou. Si, la réathlétisation peut commencer le plus tôt possible, et il faut qu'elle commence le plus tôt possible. Sauf que, sur la jambe qui a été blessée, lors du premier mois, la réathlétisation, en mon sens, elle est exclue sur le membre qui a été opéré. Par contre, tout le reste du corps est libre. Et ça, c'est un des gros problèmes, parce que ce n'est pas parce qu'on est blessé à un membre, ou à une articulation, ou à un muscle quelque part, que tout le reste du corps est handicapé et qu'on ne peut strictement rien faire. Donc on peut charger dès le premier mois, mais même avant l'opération. De toute façon, il y a des gens qui ont eu des séances de rééducation avant de se faire opérer. Donc il faut charger le plus tôt possible, mais intelligemment. Et moi, l'un des conseils que j'ai à donner, ce serait d'essayer d'utiliser l'effet contralatéral le plus tôt possible. Et dès le premier mois, si je suis blessé sur mon membre gauche, eh bien, j'essaie de solliciter mon membre droit avec un protocole de force max sur ce membre droit-là pour essayer justement d'utiliser le transfert de force, donc l'effet contralatéral, et le membre qui a été lésé et donc opéré, si opération il y a eu, eh bien, pourra profiter de ce transfert de force. Et ça peut se faire le plus tôt possible. Bien sûr, oui, puisque les adaptations nerveuses en force Exactement. ou en puissance sont centrales. Exactement. Et donc transférables, avec des effets hypertrophiques très modérés, du coup pas de déséquilibre. Oui. Amplifié d'une jambe par rapport à l'autre. Oui. Et puis il y a aussi autre chose, c'est le haut du corps. Si j'ai été blessé à un genou, le haut du corps est totalement disponible. Après, ça demande adaptation parce qu'il peut y avoir des déplacements avec béquilles, etc. Mais il n'empêche qu'on peut garder un potentiel aérobie et une condition physique rien qu'avec le haut du corps. Et c'est exactement la même chose qu'avec le transfert de force avec l'autre membre. Si je suis fort à gauche, je serai fort à droite. Si je suis fort en haut, je serai fort en bas. Donc ça veut dire que mon genou opéré, il pourra profiter de la force que j'aurais gagnée, ou au moins que je n'aurais pas perdu, parce que j'aurais sollicité le haut du corps. Et ça, c'est indispensable. Je prends l'exemple des cyclistes. Les cyclistes, pendant l'intersaison, par exemple en ce moment, ils font peu de sorties de course parce que forcément, le temps ne se prête pas à ça. Donc ils font beaucoup de préparation physique générale et beaucoup de gainage. On pourrait se poser l'intérêt de pourquoi, sachant qu'ils sont sur un vélo. Il y a deux intérêts. Déjà, ça leur évite d'être comme ça sur le vélo. Donc il faut quand même avoir une certaine stature et une certaine posture sur le vélo. Et puis il y a le deuxième intérêt que eux, ils ne savent peut-être pas, c'est le transfert de force. S'ils sont forts dans le haut du corps, s'ils ont un tronc très fort au niveau abdominal et lombaire, eh bien ça va également être transféré au niveau des membres inférieurs. Eh bien pour des gens qui ont été opérés des croisés, c'est exactement la même chose. Très précieux comme conseil. Et du coup, pour conclure, si on décline les étapes suivantes jusqu'au return to play sans rentrer dans le détail, simplement qu'on ait des balises un peu. Oui. Alors, pour moi, même si, bien entendu, ça va à contresens par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure vis-à-vis du délai, mais à partir du deuxième mois, en mon sens, il faut vraiment commencer à charger, le membre lésé, intelligemment, bien entendu, notamment par de l'hypertrophie, par de l'endurance de force, mais commencer très rapidement à enclencher vers un protocole de force max dès la fin du deuxième mois. Et moi, ce que j'aime surtout utiliser, c'est la méthode Pletnev, qui utilise les trois modalités de contraction au sein de la même série, avec de l'excentrique dans un premier temps sur la jambe lésée, et on fait le concentrique avec les deux jambes, avec le soutien de la jambe saine, et l'isométrique dans la foulée, et tout de suite après, le concentrique qui est fait avec les deux jambes. Par contre, dans tous les cas, dès le deuxième mois, on sollicite les deux jambes, grosso modo, aux mêmes charges, pour qu'il y ait adaptation, et bien entendu, la jambe saine se met au même niveau que la jambe lésée. Okay. Donc voilà, pour moi, dès le deuxième mois, on commence le Pletnev sur la jambe lésée. Pardon. Très bien. Pour moi, c'est indispensable. Et le travail d'appui aussi, de toute façon. Et vraisemblablement, dans la foulée, on arrive sur des phases où on est sur du return to run. Exactement. Voilà, donc en fait, pendant le deuxième mois et 2 mois, 2 mois et demi, on commence déjà à travailler les appuis. Donc pour ça, l'échelle de rythme est un outil indispensable, même si il faut après s'en méfier parce que quand on va arriver aux 3 à 4 mois et qu'on va commencer à rentrer dans le spécifique de la discipline, si c'est une discipline qui demande des changements de direction assez violents, comme la plupart des sports collectifs notamment, et le tennis entre autres, là il faudra faire des changements de direction beaucoup plus obtus et beaucoup plus abrupts. À partir du 4e mois, par exemple, parce que l'échelle de rythme est un outil très intéressant en réathlétisation, en préparation physique moins, parce que
le centre de gravité en fait n'est pas assez décalé par rapport à la jambe d'appui dans l'échelle de rythme. Et donc il faut passer à des changements de direction qui sont beaucoup plus abrupts. Réaliste. Voilà, beaucoup plus réalistes sûr. vis-à-vis de la discipline. Ok, bah merci, merci d'être venu, merci pour ces précieux conseils. Je pense que ça va, à n'en pas douter, ouvrir des fenêtres, peut-être même enrichir des protocoles de certains collègues. Vous pouvez suivre Michael sur Facebook, Twitter, sur LinkedIn. Peut-être tu as le nom de tes comptes Instagram et... Oui, bah, c'est Mika Berthomier sur Instagram, si ma mémoire est bonne. Ok, très bien. Il a aussi tout un circuit de formation très riche. Je vous engage à aller jeter un œil là-dessus. Il partage lui aussi beaucoup sur les réseaux sociaux, donc restez au contact, n'hésitez pas, c'est très riche. Merci Michael. Merci à vous.